Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir qu'on vous propose, c'est de se focaliser sur un secteur spécifique avant le coup d'envoi de la période de publication des résultats du deuxième trimestre, très attendu. On va essayer de développer comme ça quelques secteurs. Demain, on parlera des banques, mais ce soir, on parle du secteur santé pharma avec un spécialiste, Jean-Jacques Le Fur, analyste santé pharma chez Bryan Garnier, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Question très ouverte. On va voir les résultats du T2 dans les prochaines semaines. J'ai pas le calendrier précis des grandes pharma européennes notamment, mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Quels vont être les points d'attention du marché vis-à-vis de ce secteur qui est peut-être pas le secteur pour lequel on a le plus d'inquiétude aujourd'hui d'ailleurs, Jean-Jacques? Non, alors effectivement, comme on se le disait en avril dernier, on reste sur un secteur extrêmement résilient. Ouais. Début de la période des résultats, pour répondre à votre question, c'est le 19 juillet. Les Suisses ouvrent le bal, 19 et 21. Et qu'est-ce qu'il va falloir regarder? À mon avis, je ne vois pas de risque baissier, en tout cas, ou alarmiste sur ce secteur. Les discussions qu'on a pu avoir, ou que j'ai pu avoir depuis quelques jours avec les large cap pharma, c'est plutôt assez rassurant, même plutôt business as usual, si on peut dire. Ouais. Et ce qu'on va surtout regarder, c'est peut-être la guidance de l'année. Mon idée est la suivante, c'est de se dire, pas de risque qu'elle soit revue à la baisse. Là-dessus, je suis à peu près serein, compte tenu des fameuses discussions que j'ai eues. C'est plutôt d'essayer de comprendre, est-ce qu'on les revoit à la hausse ou pas? Traditionnellement, au T2, dans la pharma, c'est l'occasion pour un certain nombre de ces compagnies de revoir à la hausse leur guidance pour créer le petit effet positif du deuxième semestre. Cette année, compte tenu de tout ce qu'on nous décrit, de tous vos interlocuteurs que j'ai pu voir depuis quelques temps, c'est plutôt assez alarmiste. Oseront-ils alors? Je ne pense pas. Honnêtement, celui qui le fera de façon extrêmement certaine de ce qui va se passer. Ouais. On a vu Novo qui l'a fait en juin dernier. Il a été un peu en avance, sensiblement. Pour les autres, j'ai un peu un doute qu'ils se lancent dans une révision majeure de ce qui peut se passer sur leur guidance de 2020. Oui, je comprends. Ce qui peut créer d'ailleurs, de façon intéressante, un effet de surprise et de bonne surprise sur Q3 ou Q4. Mais bien sûr. Parce que si on n'a pas, ou si par compassion ou sympathie, on n'a pas envie d'afficher de trop bonnes perspectives sur ce trimestre-là, peut-être qu'on ne se privera pas de le faire au troisième trimestre, si les éléments permettent de le confirmer. C'est ce que je comprends, Jean. Alors, d'une part, et d'autre part, si le consensus se reste ajusté sur la guidance du début d'année, qui est toujours présente, la guidance du début d'année, sûr. On risque d'arriver, et que c'est confirmé, cette guidance est confirmée au Q2, on peut se retrouver sur une fin d'année avec des publications supérieures à ce que le consensus attend, et donc un effet positif sur les titres. C'est un secteur, parce que l'inflation est partout en tout cas, dans les médias, dans le discours des banques centrales. Et on a des inquiétudes pour certains modèles économiques, évidemment, qui ne sont pas peut-être équilibrés aujourd'hui pour gérer le niveau d'inflation qu'on peut avoir, que ce soit sur les entrants, voire sur la partie demande finale, pricing power, etc. Pour la pharma, comment est-ce qu'il se matérialise ce sujet de l'inflation par les coûts, pour le consommateur final, etc. Alors, les coûts, on l'a déjà évoqué, faible impact du coût des matières premières. Il en existe un petit peu quand même, mais très faible. Le cost of goods, comme on dit, c'est 20% dans la pharma. Donc, c'est pas un sujet, le matière première, c'est pas un vrai sujet pour la pharma. Les discussions que j'ai pu avoir, ils me expliquent qu'aux États-Unis, les hausses de salaire commencent à se faire sentir. Alors, certains évoquent des débuts de hausse de prix aux États-Unis de médicaments. Donc, les États-Unis sont un endroit un peu particulier où il y a hausse des salaires et peut-être hausse des prix. C'est toujours un peu délicat. Mais en tout état de cause, on comprend qu'ils compenseront. Ouais. Donc, pas de sujet. L'Europe, c'est totalement administré. Le prix, il est fixe. Les gens vont continuer de se soigner, d'être remboursés. Donc, le marché restera dans la dynamique qu'il est, même s'il est un peu affecté par Covid. On n'est pas revenu au niveau pré-Covid, mais on est dans quelque chose qu'on connaît. Donc, le consommateur final existe. J'entends. Consommera de la même façon. Pas d'impact. Il n'y a pas de risque d'arbitrage, on appelle ça un consommateur, celui de l'acheteur de produits pharmaceutiques. Non, mais bien sûr. Oui, non, mais consommateur, c'est le terme qui convient, Jean-Jacques. Il n'y a pas de risque d'arbitrage de dépenses de consommation.
quand c'est de la santé critique, évidemment, j'imagine que non, mais sur certaines gammes de produits, peut-être de confort ou autres, qui peuvent être des business importants parfois dans ces pharma. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'arbitrage ? Alors, la plupart de ces large cap pharma européennes ont la majorité de leur business dans des produits de prescription. Et donc, c'est le médecin qui prescrit, le patient l'apprend. Ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, on est remboursé. Ouais. Donc, ce n'est pas un sujet. Ah, ouais, bien sûr. Les États-Unis, vous avez raison, Grégoire, ça peut être un sujet parce que le reste à charge pour le patient, le fameux out of pocket, il est quand même non négligeable. Oui. Et donc là, on peut éventuellement avoir une petite distorsion qui se crée, c'est-à-dire face à d'autres coûts qui s'envolent. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que le patient arbitre et se dit je fais la moitié de mon traitement antidiabétique de ce que je faisais avant ? Difficile de le dire. C'est pas ce qui est constaté a priori, pour l'instant. A priori, non. La santé reste quand même bien sûr. un élément important. Mais s'il doit y avoir une petite poche d'inquiétude ou une petite zone d'inquiétude, ça pourrait être les États-Unis parce que ce reste à charge, il existe et il est non négligeable aux États-Unis. Bon, le secteur, alors si on regarde ça sous le plan de l'investissement et de la résistance boursière, oui, c'est un secteur. Alors je crois qu'il a marqué un plus haut. En avril, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, Jean-Jacques, on célébrait le pic du stock 600 Healthcare en Europe, donc l'indice sectoriel de la pharma, qui a un peu rendu depuis, mais qui reste quand même un des secteurs les mieux disants, les mieux résistants depuis le début de l'année en Europe. Il continue de cocher de bonnes cases là sur le plan de l'investissement boursier par rapport à ce que recherchent des investisseurs aujourd'hui dans le contexte et l'environnement global qu'on connaît. Oui, alors en avril, on était arrivé à un plus haut du secteur, donc qu'on ait une petite correction ou une correction qui s'est accompagnée de la correction des marchés. N'oublions pas que les grosses valeurs pharmaceutiques sont des poids lourds des indices. Donc, dans les gestions passives, il doit y avoir un effet indiciel, j'allais dire. En outre, on est revenu aujourd'hui en termes de PE. Je regardais sur le niveau moyen entre 2015 et 2020. Donc, on est revenu à des niveaux raisonnables. Il n'y a plus d'excès. Il y en avait peut-être un petit peu en avril, parce que les croissances futures des résultats sont restées à peu près stables à 3 ans, autour de 11-12%. Donc, on est revenu à un niveau moyen de 2015-2020. On a des très bonnes perspectives de croissance. On vient de l'évoquer, il n'y a pas de raison qu'elles soient franchement remises en cause dans le futur, en tout cas au moins à court, moyen terme. Donc oui. C'est un secteur sain sur le plan boursier. Il n'y a pas de phénomène d'exagération. Alors avril, c'était aussi le pic du stress lié à la guerre en Ukraine. Il y avait le phénomène d'aversion au risque. Mais vous dites... Quand on regarde les choses à plat comme ça, tout est cohérent. Il y a les bénéfices, il y a la valo, il n'y a pas d'exubérance de part et d'autre. Non, je pense que non, parce qu'en plus on a l'innovation qui est toujours là, donc il n'y a pas de raison qu'on remette franchement en cause cette croissance anticipée, je vous dis autour de 11-12% en moyenne pour le secteur européen de la pharma. Je regardais, alors évidemment on parle beaucoup des techs et il y a... l'aspect biotech aussi dans le secteur de la santé au sens large. Donc là, avec des questions de survalorisation peut-être qui ont dû être traitées par le marché. Il y a eu quand même un gros de-rating sur pas mal de ces secteurs biotech, qui sont des modèles différents des grandes pharma, bien sûr, Jean-Jacques. Mais je me disais, est-ce que ça offre des opportunités, des perspectives de M&A intéressantes, justement, pour des grands groupes pharma qui cherchent à intégrer toujours plus de technologie, de valeur ajoutée pour demain ? Alors c'est évident. Ouais. C'est d'autant plus vrai que quand on interrogeait les responsables des grandes pharma il y a encore un an... C'était trop cher. C'était trop cher. Oui. Et alors là, c'est tombé à des niveaux... Je crois que 50% des valeurs de biotech aux États-Unis sont en dessous de leur niveau... Enfin, sont valorisées en dessous de leur cash. Donc on voit qu'il y a des opportunités. Et ça devenait... D'ailleurs, c'était une des questions principales lors des résultats du premier trimestre. Les analyses, c'est alors, est-ce qu'on est revenu... est-ce que vous êtes prêts à partir ? Je pense que oui, ils sont prêts à partir. Ce que je dirais juste, alors je ne sais pas à quel rythme ils vont aller, ce que je dirais juste, c'est qu'ils ont eu un certain nombre d'acquisitions sur ces 2 dernières années et qu'il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, il faut les intégrer, ces acquisitions. Donc quand on en fait 2, 3, 4, 5 d'affilée, même si on s'appelle Sanofi par exemple, il ne faut pas en empiler non plus trop, au risque de gaspiller certaines en ne développant pas la technologie ou le produit qu'on a acquis. Donc oui, on en aura, oui, on est revenu à des niveaux qui sont attractifs pour les big pharma.
enfin, la limite, c'est la capacité et le savoir-faire en matière d'intégration d'acquisition. Exactement. Alors le savoir-faire, ils l'ont. Est-ce que c'est un peu comme après un bon repas? Est-ce qu'on est prêt encore à en digérer un peu plus parce que on est bien rempli et il faudrait d'abord qu'on digère ce qu'on a déjà acquis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quelles sont les technologies? Il reste forcément, mais les technologies qu'on veut ou les produits qu'on veut acquérir. Est-ce qu'on a un portefeuille déjà bien complet avec les acquisitions passées et puis il faut mettre tout ça en musique? Ou est-ce qu'au contraire, il reste quelques nouveautés oui, c'est ça, à exploiter, à explorer. Parce que ce niveau de valorisation, il est redevenu assez bas depuis quasiment le début de l'année, on va dire depuis la fin du premier trimestre, et pourtant on voit bien que ça bouge pas énormément. Non. Alors il y a eu aussi petit Oncodesign à Paris, c'est ça, mais c'est du private equity, je crois que ça. Voilà, ça va, mais on n'a pas vu de big pharma, de mouvement. Encore une fois, je pense que c'est avec l'explication que je vous ai donnée, c'est comment on digère tout ce qu'on a déjà acquis et comment on le met en musique. On ne veut pas faire l'acquisition de trop, quand on a déjà bien. Tout à fait. Aussi. Très intéressant, on suivra ça avec attention. Donc à partir de mi-juillet, pour l'ensemble des secteurs, ce sera le coup d'envoi des publications du résultat du deuxième trimestre. Ça va arriver très très vite dans les prochains jours. Et merci pour cet éclairage autour du secteur spécifique de la santé pharma. Jean-Jacques Le Fur qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir, analyste santé pharma chez Bryan Garnier. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.